S.
Ah, ça. Merci, merci de vous installer, qu'on puisse recommencer. Je ne suis pas sûr que ça marche. Si, Celui-là, ça il marche là. Comme il y a du monde, on n'entend pas. Alors, vous allez vous asseoir. Venez là. Venez vous installer. Allez. Alors, on va écouter, on va se mettre peut-être tous les deux au milieu et puis on vous mettez deux de chaque côté. Je pense que voilà, d'accord. 3 et 2. Donc tu veux que je me mette allez. Et là, Ça dure longtemps, c'est jusqu'à ce que les gens partent manger. je prends la place de personne, là c'est bon? Non, c'est bon, c'est parfait. Oui, médecin généraliste de son état. Alors peut-être il est quelle heure là? Présenterez au moment de vos interventions. Chacun vous pourrez présentation, moi je vais rapidement vous présenter, et puis après je vous laisserai détailler la présentation. Allez Patrick, c'est bon. T'arrives. Bon. Je vous propose qu'on... Vous m'entendez là? Non. Allô, allô? Je vous propose qu'on commence cette deuxième partie de la journée erreurs médicamenteuses. Alors dans cette deuxième partie, on l'a coupée en deux thématiques autour d'une table ronde. La première thématique, ce sera un retour d'expérience. Et puis la deuxième thématique, ce sera quelles solutions ou éventuellement quels besoins pour prévenir les erreurs médicamenteuses. Dans cette deuxième partie, donc on va, autour de cette table ronde, rentrer un peu plus dans le concret. Et on a voulu des représentants de l'ensemble des acteurs impliqués dans cette organisation, de la prescription jusqu'à l'administration des médicaments. Et donc nous avons, je vais faire dans l'ordre, Badi Sadrouf en tant que représentant médecin généraliste. Nous avons Catherine Jossman en tant que représentante. Je me suis trompé. Bon, je vous laisserai rectifier d'une part ma prononciation et d'autre part préciser la présentation. Donc en tant que représentante des infirmières libérales, là au moins je ne me suis pas trompé. Gérard Perrier en tant que représentant des patients. Et puis nous avons Gilles Bonnefond en tant que représentant des pharmaciens d'officine. Et puis enfin Stéphane Honoré en tant que représentant des pharmaciens, mais cette fois-ci hospitaliers, parce que même si on est dans un sujet erreur médicamenteuse en ville, on l'a vu ce matin, il y a forcément le lien entre la ville et l'hôpital. Alors pour commencer cette première partie qui est sur le retour d'expérience, ce matin on a identifié un certain nombre de sujets autour des erreurs médicamenteuses en ville. On a identifié qu'il y avait des besoins de partager, des besoins d'échange et de retour d'informations à chacun. C'est-à-dire d'augmenter la déclaration, mais il fallait aussi un retour. On a vu des exemples dans les projets qui ont été conduits. On a parlé de polymédication, on a parlé des étapes aussi auxquelles avaient lieu les erreurs médicamenteuses. On a parlé d'administration, mais on a parlé aussi de la prescription, on a parlé, peut-être que j'ai déjà dit, de la population, sujet âgé, enfants. Et donc je voudrais chacun que vous puissiez donner votre avis sur l'un de ces points. Est-ce que vous partagez ou est-ce qu'au contraire vous êtes en désaccord, avec un exemple concret, puisque vous êtes partie prenante personnellement, mais aussi représentant de certains de ces acteurs. Et ce que je propose, c'est peut-être de donner d'abord la parole à Gérard Perrier, voilà, aux usagers, aux patients, puisque finalement, à la fin de toute cette chaîne que je viens de citer, il y a les patients. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis de Génération Mouvement Les Aînés Ruraux. C'était notre ancien nom, ça dit bien ce que ça veut dire. 600 000 adhérents en France de personnes âgées.
On a l'agrément santé pour représenter les usagers dans les instances de santé depuis 2007. Et on siège aussi bien dans les centres hospitaliers que dans les CRSA, etc. La thématique qui m'intéresse évidemment, c'est les personnes âgées et les problèmes qu'on rencontre au niveau, moi j'appelle ça des erreurs médicamenteuses, mais certains vont me dire que ça n'en est pas. C'est suite au changement de dénomination de certains médicaments, c'est suite à la mise en médicaments génériques de certains princeps, les histoires de boîtes de médicaments de couleur presque similaire d'un médicament à un autre qui est complètement différent. Toutes les personnes âgées, et je ne parle que des personnes âgées, je suis désolé, mais non pas un pilulier et encore moins un pilulier électronique. La plupart des personnes âgées font elles-mêmes leur administration de médicaments. Je prends un exemple flagrant. Mon épouse, qui est en traitement anticancéreux depuis le début de l'année, même elle, et pourtant je suis à côté d'elle, elle fait des erreurs. Quand vous avez une liste de médicaments pléthorique, vous vous trompez très très facilement de médicaments. Donc ça, moi je n'ai pas la réponse là-dessus. Ces problèmes de médicaments génériques, la personne âgée a eu l'habitude depuis très longtemps d'avoir une petite pilule rose, ronde, qui est marquée Tartampion sur la boîte. On lui change du jour au lendemain pour un médicament générique. J'ai rien contre les génériques, mais pour la personne âgée, ça demande une adaptation et une formation. C'est ce que j'ai appelé ce matin, non pas de l'ETP, mais de l'aide à la santé ou de la formation à la santé, quelque chose de similaire. Ça, c'est les plus gros problèmes que l'on rencontre sur les personnes âgées. Et je voudrais insister sur l'effet important que va avoir ce que j'appelle la santé connectée. Et ça, il va falloir qu'on l'aborde sérieusement dans le futur. Ça va régler un certain nombre de problèmes déjà appréhendés. Voilà. Mais c'est vraiment ma thématique de prédilection. Merci beaucoup. Et alors, je voudrais, pour enchaîner, donner la parole à Catherine. Je me contenter de dire Catherine, hein. Ce sera plus simple. On a parlé ce matin justement des différentes étapes. En tant qu'infirmière, c'est, j'imagine, dans la chaîne, un chaînon dans la chaîne privilégiée pour aller constater des erreurs au moment de l'administration, mais aussi avoir une visibilité sur les erreurs en amont. Et du coup, j'aimerais bien avoir votre retour. Quelles sont les étapes qui vous semblent comme ça? Ce matin, on a dit que c'était les étapes les plus impliquées. On a parlé d'administration et de prescription, un peu moins de dispensation, mais on l'abordera tout à l'heure. Quel est votre point de vue sur ces étapes? Alors, je ne sais plus du coup si je dois répondre à la question ou si je dois parler d'un cas concret, puisqu'on m'avait demandé de présenter un cas concret. Donc, je suis Catherine Joquemans-Moren. Je suis infirmière à domicile et donc effectivement, on intervient très souvent pour la préparation des traitements, des piluliers et aussi de l'observance du traitement. Hein. C'est-à-dire qu'au-delà de notre rôle de préparer un pilulier, on s'inquiète des effets secondaires et de l'efficacité du traitement. C'est ce qui fait partie de notre rôle propre et qui est très important à souligner, je pense. Moi, je voudrais vous parler d'un cas concret qui m'a longuement interpellée il y a quelques années, un parmi d'autres. Hein. C'était au sujet d'un patient qui était traité sous insuline, patient retraité, ouvrier, avec non pas des troubles cognitifs, mais je m'en suis aperçu tardivement qu'il était analphabète, c'est-à-dire qu'il n'était pas en capacité de lire son ordonnance. Ce patient, il se trouve qu'il est hospitalisé et il ressort
un vendredi soir, hein, ça étonnera personne. Donc moi j'y passe le soir autour de 20h, comme j'y passais habituellement, puisque j'y passais 3 fois par jour quand même, pour reprendre la sortie d'hôpital, son traitement et surtout la surveillance de son diabète et les injections d'insuline. Et là, je vois sur l'ordonnance prescrit de la Toujeo, que je ne connaissais pas. Bon, pas de chance pour moi, parce qu'à l'heure où il était, je pouvais joindre personne, ni l'hôpital, ni le médecin, ni la pharmacie. Donc je lis l'ordonnance, hein, qui était prescrite, Toujeo, avec la même dose que le patient avait à l'hospitalisation, mais avec de l'Alantus. Là, ceux qui me suivent vont commencer à comprendre. C'était vendredi soir, j'étais peut-être aussi un peu fatiguée, j'ai pas cherché plus loin, j'ai fait la dose habituelle qui était quand même aux alentours de 50 unités pour moi, puisque c'était l'équivalent de l'Alantus. Le patient, je l'avais un petit peu interrogé, je vous donne même pas tous les détails, pas de carnet de suivi, je savais pas quelle était la glycémie des jours précédents, les doses d'insuline, hormis celles qui étaient reportées sur la prescription, je n'avais aucun élément. Parce que les résumés infirmiers, ça a globalement disparu aux sorties d'hôpital maintenant, et c'est pas faute de les réclamer. Donc le lendemain, c'était ma remplaçante. J'arrive le lundi midi, le patient était vraiment pas bien, et là il était à 0,30 de glycémie. Je constate donc cette grosse hypoglycémie, je fais le 15 et bon, il a été hospitalisé. Et là j'ai pris conscience qu'il y avait eu un problème avec cette insuline. Donc je me suis naturellement remis en cause, hein, forcément, et j'ai cherché à comprendre. Il n'a pas été hospitalisé longtemps, il est ressorti avec une prescription mieux adaptée, c'est-à-dire toujours la Toujeo, mais la dose qui avait nettement baissé, et c'est seulement là que j'ai compris mon erreur. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ni l'hôpital, enfin personne ne m'a ni téléphoné, ni signifié qu'il y avait certainement eu une erreur quelque part, et il a fallu que ce soit au retour au domicile de ce patient que je voie et que je puisse comparer les deux prescriptions, et que là je me dis il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je regarde mon stylo de Toujeo, et là je vois que la concentration elle était de 300 unités par millilitre et non pas de 100 unités par millilitre comme l'Alantus. Donc j'ai fait un constat en me disant j'ai fait une erreur. Mais au-delà de cette erreur, c'est vrai que ça a été un petit peu l'erreur en chaîne, c'est-à-dire que le dosage, il y avait quand même une erreur à la sortie de l'hôpital, avec une fois de plus pas ce recueil infirmier qui faisait que j'aurais pu, moi, si j'avais eu un carnet ou un recueil, voir que la dose administrée par mes collègues hospitalières n'était pas de 30 unités ou de 50, mais de 15, enfin divisé par 3, quoi, quand même. C'est pas la même chose. La remplaçante, malheureusement, n'a pas du tout non plus réagi. On voyait bien que le patient, sa glycémie baissait, mais on a mis ça sur le dos du retour à l'hôpital. De toute façon, plus souvent, comme c'est des problèmes sociaux aussi annexes, hein, importants, il avait rien à manger. Enfin bon, je vous en passe. Hein, c'est souvent très complexe et très multifactoriel. Et à l'issue de ça, j'ai fait le constat que pourtant j'ai fait une formation en diabéto, que j'essaie au cours de ma carrière régulièrement de me former, de m'informer. Je me suis dit, cette Toujeo, on n'a jamais eu les infos, quoi. Jamais on nous a dit, tiens, il y a une nouvelle insuline qui vient de sortir, comme on reçoit des fois de temps en temps des mails, ou là récemment j'ai reçu un mail sur une nouvelle forme de calciparine. Bon, c'était intéressant, j'ai pris le temps de la lire. Là, la Toujeo, je n'ai jamais eu l'info, et vraiment pour appuyer un petit peu, et non pas pour me déculpabiliser, j'ai interrogé mes collègues qui ont été aussi pour certaines surprises, parce qu'elles n'avaient jamais fait le constat que c'était une concentration à 300 unités et pas à 100 unités. Et après, c'est vrai que je me suis fait un petit peu fort d'essayer de bien souligner en faisant attention aux concentrations. Je reconnais que je n'ai jamais eu le réflexe. J'en ai parlé au médecin traitant, mais je n'ai jamais appelé l'hôpital. Et là, c'est vrai que ce patient avait été suivi par un diabétologue à l'hôpital. Le médecin a eu, lui, le courrier bien plus tard. Je lui ai signifié qu'il y avait eu une erreur, mais je pense que tout est resté cloisonné.
Et c'est ça que je voudrais essayer de faire ressortir, c'est-à-dire que au-delà de mon erreur à moi, ça n'a pas été plus loin, l'hôpital n'a pas été plus loin, le médecin traitant non plus, bon, la pharmacie pour le coup elle n'était pas en cause, puisque si ce n'est sur les anciennes prescriptions où effectivement il pouvait y avoir marqué Lantus 50 unités le soir, il aurait pu y avoir une réaction, mais bon, il faut reconnaître aussi que tout s'est fait dans la précipitation, à flux tendu, comme d'habitude, et ça aussi, ça fait partie des problématiques. Merci beaucoup pour cet exemple qui finalement permet de bien illustrer finalement d'une part le côté collectif et cette chaîne en fait où chacun a un rôle. Alors justement en parlant de chaîne, justement on va remonter la chaîne logique et donc je vais passer la parole à Gilles Bonnefond pour nous parler des éventuelles erreurs en pharmacie d'officine. Je ne sais pas s'il y en a. Oui, bien sûr, je ne sais pas qui ne fait pas d'erreurs. Le tout, c'est de les travailler, de les anticiper et de prévoir avec l'équipe comment on gère parfois les erreurs ou parfois les presque-erreurs. Ce qui nous permet d'évoluer sur l'équipe et d'anticiper quand quelqu'un a failli faire une bêtise et l'a fait partager à l'ensemble de l'équipe pour mieux organiser le travail au sein de l'officine. Bon, les erreurs, on les connaît tous, hein. Mais je vais insister sur certains points. Bon, l'écriture, j'en parle pas. On va passer là-dessus très rapidement. On passe de plus en plus sur des prescriptions qui sont informatisées. Mais là, on va arriver d'autres erreurs. On ne clique pas sur la bonne ligne. Et là, le Lasix faible en comprimé se transforme en Lasix injectable faible. Et là, tu te retrouves avec un truc, un par jour. Non, c'est une injection par jour. Donc, bon, là, c'est tellement évident qu'il n'y a pas de souci. Mais ça veut dire que juste un clic sur une ligne peut entraîner derrière une erreur qui est encore moins visible que ce que l'on pouvait avoir avec les écritures. Bien sûr, des précisions de dosage posent problème parfois, et notamment sur des bithérapies. Quand on a un médicament avec deux principes actifs, parfois c'est 4 combinaisons. Ça veut dire qu'il faut être extrêmement précis sur le dosage de la première et le dosage de la seconde. À l'hôpital, ils ne travaillent jamais comme ça. L'hôpital, il reste sur des monothérapies. Au moins, on est sûr qu'on a besoin des 2 médicaments. Là, il y a les 2 médicaments. Parfois, le second, quand c'est un nom de marque, on ne sait pas qu'il y a un petit peu d'aspirine qui a été rajouté à ce médicament. On l'oublie parce que c'est un nom de spécialité. Et ce n'est pas en dénomination commune. Bien sûr, les formes et les posologies, quand ce n'est pas précisé, c'est embêtant. Un point aussi qui est un risque d'erreur, c'est vous avez une ordonnance d'un patient chronique, hein, il manque une ligne. Est-ce que c'est un arrêt volontaire ou est-ce que c'est un saut de ligne, un oubli? Là aussi, voilà, difficulté. Nous, on parlera des solutions tout à l'heure, mais on a des préconisations à faire pour justement que l'information passe entre le volontaire et l'involontaire. Et ensuite, je voudrais en profiter pour dire qu'est-ce qu'on est en train de faire dans la convention pharmaceutique. Parce que nous aussi, à travers la convention, on travaille sur ces erreurs, on travaille sur la lutte contre la iatrogénie. D'abord, la convention, elle prévoit aujourd'hui un changement de mode de rémunération du pharmacien. Avant, on était payé uniquement à la boîte et à la marge commerciale. Là, on va être en partie rémunéré à la place sur des actes pharmaceutiques. Et notamment dans les actes pharmaceutiques dont la validation de l'ordonnance, il y a un honoraire qui est prévu, lutte contre le risque de mésusage chez les personnes âgées et chez les enfants de moins de 3 ans, là où on a une exposition particulière à un risque iatrogène. Le second point, ça concerne les personnes âgées. On va faire des bilans de médication parce qu'effectivement, la gestion pour les personnes âgées de l'ensemble des traitements, parfois avec de multiprescripteurs, et ce que vous avez décrit, monsieur, est tout à fait vrai. Qu'est-ce que je fais quand je suis à la maison avec tous mes traitements? Comment je gère ça et comment j'arrive à adhérer au traitement sans me tromper? Donc là, le pharmacien, avec l'assurance maladie, on propose des bilans de médication. Vous pouvez venir à la pharmacie, expliquer comment vous prenez vos traitements, vos difficultés,
et on va vous aider en relation bien sûr avec le prescripteur pour voir quelles difficultés vous avez sur les traitements, si c'est de la préparation de doses administrées, c'est-à-dire les semainiers, ou si c'est la prise de médicaments ou de médicaments qui ne sont pas prescrits qui pourraient poser problème. Donc on s'est investi à l'assurance maladie sur l'accompagnement des personnes âgées qui peuvent se retrouver en difficulté à domicile. Le troisième point, ça concerne les chimiothérapies. On sait on est sur des traitements qui sont extrêmement compliqués, extrêmement lourds, difficiles, avec un contexte particulier pour la personne qui est confrontée à cette maladie et l'impact sur l'entourage. Donc on va faire des entretiens et des suivis de chimiothérapie. On va signer certainement avant la fin de l'année avec Nicolas Revel cet avenant qui va permettre de suivre ces patients en relation avec l'hôpital, en relation avec le médecin généraliste, avec l'infirmière si elle intervient, pour sécuriser et mettre en place une véritable stratégie permettant à ces patients de bien gérer le traitement. Et je ne manque pas de revenir sur les génériques, monsieur, puisque vous l'avez évoqué. Effectivement, c'est un sujet qui nous a préoccupés. Et avec l'assurance maladie, on a signé un accord pour qu'on soit stable sur le même générique pour le patient. Et on a les chiffres, puisque c'est un engagement avec un objectif bien précis, et les pharmaciens sont à 95%, sauf cas de rupture, etc., pour les patients en chronique, âgés, une stabilité du générique. Donc on a été très attentif justement à ne pas perturber le patient avec... Mais quand c'est l'industriel qui change la couleur de boîte, quand c'est l'industriel qui change la couleur du comprimé, eh bien il faut qu'on avertisse le patient en disant faites attention, c'est le même médicament, mais la boîte a changé. Donc on a une attention toute particulière, puisqu'on sait que ce sont les personnes âgées qui sont exposées à ces risques, et on le fait à travers la vie conventionnelle, parce que c'est aussi un support permettant d'améliorer les pratiques. Merci beaucoup. Donc ce que je note, en fait, vous rejoignez avec M. Perrier sur différents points. Le côté polymédication, polyprescription et la difficulté dans certaines circonstances, certains contextes. On a parlé des chimiothérapies ou des traitements contre le cancer. Alors pour remonter la chaîne, je voudrais donner la parole à Badis pour aller après, avant la dispensation, mais on remonte la chaîne. Donc il y a la prescription et peut-être je ferai faire le lien entre la polyprescription dont on vient de parler. Ouais, Badis Adrou, je suis médecin généraliste dans le 18e à Paris. Comme je suis en bout de chaîne, beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas reprendre. Entre autres, toutes les... c'est vrai qu'avec l'informatisation, ça nous a beaucoup facilité le travail, voire un peu trop. Et des fois, on est sur le clic facile. Donc les prescriptions avec des posologies prédéfinies, préécrites, parfois on ne relit pas parce qu'on est pressé et il faut qu'on fasse l'ordonnance parce qu'on est sur un temps de consultation où il y a d'autres choses à gérer. Si le patient vient avec 3-4 éléments, des fois, on peut aller très vite. Et pour revenir sur le polyprescripteur, et ça rejoint aussi l'outil informatique, c'est le renouvellement automatique. C'est-à-dire qu'on a nos ordonnances et en un clic, l'ordonnance de traitement chronique est renouvelée. Et ça pose aucun problème, sauf si entre-temps, il y a eu une intervention d'un autre prescripteur. Et si on n'a pas fait attention à la lecture du courrier, de bien incrémenter notre dossier médical en disant au prochain renouvellement, il ne faudra pas oublier de changer la posologie ou de changer le traitement, on arrive à une erreur médicamenteuse. Après, pour parler d'un cas plus concret qui m'est arrivé un peu plus récemment par rapport à ces polyprescripteurs, c'est lorsqu'on a différents intervenants. Donc il y a le médecin traitant, donc c'était mon prédécesseur, et la patiente avait vu le cardiologue et l'endocrinologue dans l'été. Et il y avait une totale discordance entre les trois ordonnances. Donc, et la patiente, par ailleurs, avait des difficultés, je pense, ne savait pas lire, et donc ne pouvait juste me dire qu'elle prenait tel ou tel médicament, mais elle ne m'avait pas amené les boîtes. Elle était en bon état de santé, mais je ne savais pas avec quel traitement elle était en bon état de santé.
Donc je me suis retrouvé dans une impasse à pas pouvoir renouveler son traitement parce que je n'avais pas reçu d'informations, je n'avais pas reçu de courrier, je ne savais pas pourquoi le cardiologue avait modifié. L'endocrinologue derrière avait repris l'ancien traitement mais pas le bon dosage pour le traitement des hormones, d'autant plus que l'hormone elle était trop dosée en hormones, donc je ne savais plus quel dosage je devais adapter et donc je me suis référé au pharmacien et manque de peau ce jour-là, j'ai pas réussi à le joindre. Et donc j'ai dû temporiser, dire à la patiente de continuer à prendre son traitement actuel et j'ai continué à faire mon enquête pour pouvoir essayer de lui donner un traitement qui tenait, et je n'y suis pas arrivé parce que, et finalement, j'ai prescrit un traitement. J'ai mis une biologie pour être sûr de ne pas avoir fait de bêtises, entre autres pour les hormones, et j'attends de voir si je n'ai pas commis une erreur médicamenteuse. Voilà. Merci beaucoup. Donc on voit bien à travers vos exemples que il y a une implication, finalement c'est quelque chose de collectif et qu'il y a une implication de tous les acteurs. Et puis là je me tourne vers Stéphane Honoré. Donc il y a la partie hospitalière. Alors, même si on est sur un sujet en ville, il y a un moment, alors on a parlé de la différence entre ville et hôpital et les points communs, mais il y a un moment particulier qui est la réconciliation médicamenteuse, et notamment à l'entrée, qui permet du point de vue de l'hôpital d'avoir une vision sur ce qui se passe en ville. Oui, tout à fait. Donc, allô ? Oui, donc tout à fait, Stéphane Honoré, donc pharmacien hospitalier à l'hôpital de la Timone à Marseille. Donc effectivement, sur l'hôpital, bon, le patient malheureusement de temps en temps est obligé d'y passer un petit peu. Et effectivement, les pharmaciens hospitaliers sont depuis quelques années se sont attachés à essayer de traquer les erreurs médicamenteuses au point de transition, notamment donc à l'entrée et à la sortie aussi également. Et en général, c'est pas les mêmes erreurs qu'on retrouve à l'entrée et à la sortie. Donc on en commet aussi au sein de l'institution. Et clairement, on est dans un contexte de rupture de communication, de non-partage des informations entre la ville et l'hôpital, mais également au sein de l'établissement, dans un même service. Des fois, on a des problèmes de communication entre les différents médecins qui exercent et qui viennent rajouter leur petite ligne de prescription sur ce qui est déjà fait, sans vraiment prendre conscience de ce qui pourrait manquer, des informations qu'ils ont eues ou qu'ils n'ont pas eues, etc. Donc c'est vrai qu'on a déployé donc, en lien avec l'OMS, la HAS qui est ici présente, et la Société française de pharmacie clinique, une méthodologie pour traquer, être certain d'avoir un processus efficient dans la détection des erreurs médicamenteuses et de leur résolution ou leur prévention. Donc effectivement, nos activités de conciliation à l'hôpital ont démarré. Il y a eu des financements pour ça par la DGOS. Alors bien sûr, c'est pas encore tous les patients qui sont vus. On essaye de prioriser notamment les personnes âgées polymédicamentées. Et clairement, ce qu'on se rend compte, c'est que bon, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a pratiquement 1 à 2 erreurs par patient qui rentre à l'hôpital, et ça peut être beaucoup plus important dans certains services. Comme moi, j'ai une expérience locale en chirurgie orthopédique. Là, c'est 4, plus ou moins 3, mais bon, 4 plus ou moins 3 erreurs systématiquement faites à l'entrée de l'hôpital. Alors des erreurs, bien sûr, la plupart des cas, c'est des erreurs d'omission. C'est-à-dire que c'est des informations manquantes par rapport à la ville. C'est pas toujours une erreur, voilà, c'est une erreur du système et pas des prescripteurs. Donc clairement, ce qu'on arrive à faire avec ce processus de conciliation, c'est prévenir et corriger ces erreurs en temps et en heure, de façon à ce qu'elles n'aient pas d'impact clinique chez le patient. On peut se rendre compte qu'effectivement, à la sortie, pendant l'hospitalisation, il y a également des révisions thérapeutiques par l'équipe médicale. Le patient peut être hospitalisé pour des raisons de iatrogénie médicamenteuse, et donc des modifications thérapeutiques sont nécessaires. Et là, à la sortie, effectivement, il faut refaire un petit check-up, entre guillemets, de voir entre les prescriptions intra-hospitalières et la prescription de sortie, est-ce qu'il y a cohérence? Est-ce que tout ce qui a été décidé pendant l'hospitalisation par rapport à ce qu'il y avait à l'entrée se retrouve bien à la sortie, se retrouve bien à ce que le patient n'ait pas effectivement des modifications de générique parce que effectivement à l'hôpital on ne l'avait pas et donc on lui a prescrit autre chose et ça se retrouve dans la prescription de sortie. Donc tout ce travail-là, on commence à le faire et clairement, moi je mène 2 études sur Marseille sur la conciliation médicamenteuse en cancérologie et en service de gériatrie post-urgence.
Et clairement, on montre un impact de 40% de diminution des réhospitalisations à 30 jours et des décès, critères de jugement confondus. Donc c'est quand même un impact clinique majeur. Et puis en chimiothérapie orale, les consultations de primo-prescription que l'on fait et qui sont financées dans le cadre d'une mission d'intérêt général, là on montre une diminution de 40% également des effets indésirables de grade 3-4 des médicaments de chimiothérapie orale, qui sont les effets indésirables qui causent l'arrêt en général de la thérapie. Donc on a effectivement des patients qui sont mieux observants, qui prennent plus longtemps leur thérapie orale parce qu'effectivement ils n'ont pas ces problèmes soit de toxicité, soit qui prennent effectivement leurs médicaments ils sont beaucoup plus observants quand ils sont accompagnés par le pharmacien. Voilà. Donc on peut avoir des actions comme ça qui sont à la fois qui servent à détecter, prévenir, corriger et améliorer le parcours de soins. Bon, maintenant, c'est des actions qui sont très chronophages. Ça prend 45 minutes, une conciliation. Je crois que nos établissements de santé, ils ont du mal à financer ce genre d'action. Donc, ça a été inclus dans les contrats d'amélioration de la qualité et d'efficience des soins. On démarre, on est à 1, 2, 3, 4, 5% des patients, on cible, on essaie de prioriser. Certains établissements sont beaucoup plus avancés, font déjà la moitié des patients. Voilà, c'est un peu des problèmes de financement. En tout cas, la méthodologie est là, l'impact est mesuré, il est publié. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra développer à l'avenir. J'avais un autre petit truc à penser. Effectivement, on a parlé du numérique tout à l'heure. Le numérique, ça va nous donner effectivement des moyens de communiquer de manière plus rapide peut-être entre nous. Mais il ne faut quand même pas oublier que ça va nous donner beaucoup plus d'informations à traiter, et que derrière, l'humain va devoir travailler avec beaucoup plus de choses. Alors, effectivement, on nous parle aussi d'intelligence artificielle qui va peut-être nous réduire cette charge de travail, mais malgré tout, par expérience, à chaque fois qu'on a un outil numérique qui nous donne plus d'informations, on a beaucoup plus de travail derrière humain à faire. Au bénéfice du patient, bien sûr. Le troisième point que je voulais insister, c'est on a vu dans la matinée finalement que le problème, c'est un peu le manque de coordination entre les professionnels. Alors à l'hôpital, c'est peut-être plus facile de dire je vais mettre un pharmacien dans le service et comme ça j'intègre l'équipe et tous les maillons sont présents au même endroit. C'est vrai qu'en pratique de ville, c'est plus compliqué. On a vu l'expérience que vous avez présentée sur les maisons de santé où on voit très bien que le pluridisciplinaire peut se mettre en place en ville, mais donc je suis aussi membre de la commission scientifique indépendante interprofessionnelle au niveau de l'agence du DPC, et on s'est rendu compte que les programmes de DPC pluriprofessionnels sont pluriprofessionnels, c'est-à-dire qu'ils sont accessibles à plusieurs professions, mais ne sont pas vraiment interprofessionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un apprentissage au jour d'aujourd'hui du travail ensemble. Il y a le travail à côté, mais pas le travail ensemble. Et donc l'agence du DPC est en train là de mettre en place une réflexion pour sortir une offre de DPC, pour proposer un appel d'offres DPC sur un réel travail interdisciplinaire en équipe, pour la formation en équipe, pour pouvoir effectivement commencer à réellement travailler en interdisciplinaire et pas en cloisonné comme on fait jusqu'à maintenant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, merci à tous pour votre participation, merci à tous pour avoir été humbles, pour avoir joué le jeu. Je peux reprendre les propos de Monsieur Puech, d'avoir évoqué des erreurs qui vous concernaient, ou du moins qui concernaient votre profession, mais à chaque fois dans les exemples que vous avez évoqués, on a vu que chaque maillon de la chaîne, je reprends toujours cette image, n'est pas indépendant, et que de toute façon tout est lié, et qu'il faut effectivement travailler sur la communication et l'échange. Et en parlant d'échange, je donnais la parole à la salle. Alors entre vous, si vous avez des questions à vous poser, et puis aussi à la salle, si vous avez des questions, et puis aussi des retours d'expérience à évoquer. Je voulais poser une question au monsieur qui est pharmacien hospitalier. Quand vous avez l'occasion d'observer soit des erreurs médicamenteuses, parce que manifestement vous mettez la main dessus, soit des effets indésirables des médicaments, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous déclarez? Alors,
Le plus souvent, effectivement, les effets indésirables de médicaments, il y en a tous les jours. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Tous les patients en ont, etc. Voilà. Alors ça va, Donc, il y en a tous les jours. Donc, déclarer tous les effets indésirables toute la journée, vous savez très bien que ce n'est pas possible. Effectivement, on a tous une politique et un devoir de déclaration de ces effets indésirables. La plupart du temps, on ne sait pas s'ils sont liés à une erreur ou pas. On le voit qu'a posteriori. C'est-à-dire que là, j'essaie de comprendre. Je vous disais tout à l'heure que ces consultations pharmaceutiques qu'on fait complètes ont un impact. Et maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui, dans mon intervention, à l'intérieur de ces consultations, a réellement un impact. Il faudra que je revienne en arrière pour savoir si c'est lié à des interactions médicamenteuses, si c'est lié à l'éducation que l'on fait aux patients par rapport à la prise de ces médicaments, si c'est lié à un meilleur comportement du patient. Je ne sais pas qu'est-ce qui est lié à la correction de ces effets indésirables. Ce que je sais, c'est que ces effets indésirables, ils sont tout à fait prévus et prévisibles en général et dans les analyses d'interaction. C'est-à-dire que, voilà. Alors après, les déclarer tous les jours, c'est assez compliqué. Alors on en fait pour certains, effectivement, quand ils sont un peu atypiques et qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Mais quand c'est des toxicités, de nausées, vomissements tous les soirs, c'est des choses que, voilà. Il y a quand même des règles de déclaration, à la fois des effets indésirables graves. On sait quels sont-ils. Et puis, en ce qui concerne, par exemple, les erreurs, quand il y a une erreur sur le produit, ça peut être intéressant de la déclarer à l'agence du médicament, justement. Et puis, sur les effets indésirables des médicaments, là, vous pouvez demander l'aide de votre centre de pharmacovigilance et en tout cas son avis sur le diagnostic. Ça peut être intéressant. Tout à fait. Non, mais, alors, après, là, c'est dans le cadre d'un protocole de recherche aussi, ce qui fait que toutes ces datas sont enregistrées et seront transmises en temps et en heure. Pour analyse. Oui. Donc c'est un peu particulier, c'est dans le cadre d'un protocole de recherche. Mais ceci dit, on pense toujours à l'erreur positive sur le médicament, mais il y a beaucoup d'erreurs qui sont des absences de médicaments. On est bien d'accord, c'est que la pathologie n'est pas traitée. Et ça, il faut y penser. On est bien d'accord. Je voulais juste prolonger un tout petit peu la question, c'est à partir du moment où vous détectez l'erreur, quelle communication, comment ça fonctionne et quelle communication vous avez avec en particulier donc les partenaires de ville, que ce soit les infirmières ou le médecin traitant? Alors, le processus de conciliation, déjà, bon, effectivement, c'est pluriprofessionnel, interdisciplinaire, ça appartient pas aux pharmaciens, on y participe, mais c'est vraiment, tout le monde y participe, y compris le patient d'ailleurs, donc il y a une obligation d'y impliquer le patient, ses aidants, ses accompagnants. Alors, ça se passe comment? Mais ça se passe en général, le pharmacien hospitalier va déjà appeler son collègue d'officine, parce que c'est quand même le pharmacien d'officine qui a le maximum d'informations sur ce que prend comme médicament son patient. Donc on l'appelle, effectivement, on a un très très bon retour de tous les pharmaciens d'officine en France et qui répondent systématiquement à nos requêtes. Donc ensuite on consulte effectivement le dossier du patient à l'intérieur de l'hôpital, les historiques, etc. Pour arriver à construire, à partir de 3 sources au moins, y compris le patient, une liste exhaustive, complète et juste de tous les médicaments pris avec les bonnes posologies, etc. Ça, on va ensuite faire un échange, donc ça on le valide d'un point de vue technique, hein, c'est-à-dire qu'on certifie qu'on pense que c'est le plus complet possible. Ensuite, on va faire un échange collaboratif médecin-pharmacien avec les médecins du service clinique, où là, effectivement, tout ce qui était divergent par rapport à ce qu'il avait commencé à faire, si on arrive un peu 24 heures après, il puisse le corriger ou pas en fonction de sa décision clinique. Ça lui reste comme mission. Une fois que tout est réglé avec cet échange, on refait à peu près la même chose au moment de la sortie pour vérifier que toute l'historique qui a été généré par l'équipe médicale se retrouve bien dans la prescription de sortie. Et au moment de la prescription de sortie, ce qu'on fait, qui est très intéressant, c'est que beaucoup de nos collègues médecins hospitaliers ne veulent pas prescrire ce qu'ils n'avaient pas prescrit initialement. Hein. La médecine est très sectorisée, donc un endocrino veut prescrire de l'endocrinologie. Donc finalement, on se retrouve avec une problématique, c'est que le patient, quand il sort de l'hôpital avec toutes ces modifications qu'il a eues, il ne sait plus ce qu'il doit faire, il ne sait pas ce qu'il doit continuer de ce qu'il avait avant, etc. Donc ce qu'on fait, c'est une fiche de conciliation de sortie, c'est-à-dire qu'on va récapituler pour le patient, pour le médecin traitant, pour le pharmacien d'officine, donc pour tous les professionnels de premier recours, y compris, on a discuté au téléphone, c'est vrai que pour l'instant, on n'envoie pas ces courriers aux infirmières, mais enfin tout le monde n'en a pas non plus, hein, mais on n'envoie pas, mais ça devrait être dans les recommandations, je pense, que tout le monde soit au courant de ce qui s'est passé exactement à l'hôpital, ce qu'on a initié, arrêté, continué.
Cette fiche de conciliation-là, elle est signée par le médecin chef de service, par le pharmacien, et elle est envoyée par messagerie sécurisée. Alors demain, elle sera peut-être uploadée dans le DMP, etc. Mais effectivement, c'est une information qui est transmise à tous les professionnels de premier recours, y compris et surtout les deux les plus concernés, c'est-à-dire le médecin traitant et le pharmacien d'officine, pour que tous les deux soient au courant, effectivement. Voilà. Donc c'est vraiment une communication qui est intra- et extra-hospitalière. La conciliation a la vocation à vraiment unifier tout le monde. Oui. J'avais 3 réactions. La première, réconciliation médicamenteuse hospitalière, ça marche bien, ça se développe. Mais quid de la réconciliation médicamenteuse en ville? Elle est inexistante, mais je vais aller jusqu'au point. Deuxième remarque par rapport à ce que vous avez dit sur les accords de livrer toujours le même médicament. Si je suis bien informé, c'est pour une durée limitée. Vous êtes engagé sur 9 ou 12 mois de livrer toujours le même médicament. Voilà. Et la question qu'on n'a pas encore posée est quid des ruptures de stock innombrables à la date d'aujourd'hui, où on retrouve même en oncologie des médicaments délinquants avec des patients qui sont à court de médicaments. 3 premières réactions. Alors, juste, on n'a pas appelé ça la conciliation médicamenteuse, mais c'est l'équivalent. C'est-à-dire on a appelé ça bilan de médication pour ne pas employer le même mot, puisque nous étions sur 2 types d'exercices, un en milieu hospitalier, l'autre en ville. Mais on l'appelle aussi bilan de médication. Ouais, voilà. Acte de... et en fin de compte, ça correspond au même processus. En fin de compte, on travaille avec les pharmaciens hospitaliers, puisqu'ils ont un recul plus important sur la conciliation médicamenteuse, et nous faisons exactement les mêmes choses. Et je dirais que ce qu'a dit M. Honoré est très important, parce que ce qu'il y a de terrible, c'est que quand un travail a été fait à l'hôpital, quand il y a eu une réévaluation de la situation, de la perdre après par manque de transmission d'informations, ou comme vous l'avez dit, si on ne change pas la fiche du patient avec le traitement et qu'on fait un renouvellement automatique de l'ordonnance, effectivement l'information est perdue. Après, ça veut dire que si le pharmacien l'a eu, qu'est-ce qui se passe s'il remet le même médicament alors qu'on avait dit qu'il fallait l'arrêter? Voilà, tout ça, et le patient qui est un petit peu perdu. Donc là, il y a un véritable travail à faire de passage de l'information et derrière de prise de cohérence de la décision entre le prescripteur qui va aussi être informé et donc voir aussi si lui considère que c'est bien ou pas bien, parce qu'il a aussi le médecin traitant son avis à donner, mais en tout cas qu'on ne se retrouve pas avec une represcription de médicaments qui sont totalement inadaptés parce que l'information n'est pas passée. Juste sur les génériques, franchement, on a été très attentif à ça, vraiment très attentif, et bien évidemment on était confronté à un autre problème qu'il ne fallait pas négliger. C'était à un certain moment que les laboratoires pharmaceutiques, eux, ne voyaient pas forcément d'un bon œil la fidélisation. Donc il a fallu laisser une fenêtre de tir qui est en début d'année, en disant le pharmacien peut éventuellement changer de fournisseur, mais une fois qu'il a changé, il ne change pas 3 fois dans l'année. Il ne change qu'une fois. Et à partir de là. Et on voit qu'on a régulé certaines pratiques qui auraient pu poser problème. Et ce qu'on a aussi dit aux pharmaciens, c'est que quand vous changez de marque, il faut absolument en faire un acte de substitution. C'est-à-dire vous changez de générique, ça doit être une information pour le patient, bien évidemment. Après, pour rebondir sur ce bilan de médication, je pense qu'il doit se faire en pluriprofessionnel, parce qu'il n'y a pas que les médicaments qui comptent, il y a aussi l'état clinique du patient qui est déjà relevé par les infirmières, par leur surveillance et entre de l'observance, nous par rapport à notre examen clinique au cabinet, et vous par rapport à la synthèse que vous pouvez faire des différents médicaments. Donc on en revient toujours à cette idée de communication et comment on fait pour communiquer ensemble pour être efficace. Alors c'est ce qu'on a prévu, hein, c'est-à-dire on l'appelait bilan de médication partagé. Et on a beaucoup insisté sur le mot partagé parce qu'il faut le partager avec les autres professionnels. Donc en fait le pharmacien, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord il va demander au patient s'il accepte. S'il accepte d'avoir ce bilan de médication. Ça concerne les patients de plus de 75 ans qui ont 5 médicaments et plus, ou les patients qui ont plus de 65 ans avec 5 médicaments en affection liste.
Donc on a ciblé. D'ailleurs, l'HAS nous a reproché en disant mais pourquoi vous prenez que cela? Il faut prendre aussi ceux qui sont moins âgés, bien évidemment, mais on commence. Le pharmacien va faire le recueil de toute une série d'informations qui permet à un moment de faire la synthèse. Est-ce qu'il prend ses médicaments? Est-ce qu'il ne les prend pas? Est-ce qu'il a des pluriprescriptions? Est-ce qu'il décide de prendre un jour l'un, un jour l'autre, etc. Et ensuite, est-ce que derrière, il prend d'autres médicaments qui ne sont pas prescrits, qui peuvent être de la phytothérapie, de l'aromathérapie ou d'autres choses? Donc ça, c'est aussi important parce que ça peut avoir des conséquences. L'objectif de ce recueil, c'est d'avoir une fiche synthétique de ce qui se passe. Ensuite, on va transmettre une information au médecin en disant voilà où il en est de son observance, de son adhésion au traitement, de sa compréhension du traitement, parce qu'on s'aperçoit que certains patients disent « Ah ça, le comprimé rouge, il faut que je le prenne le matin. Mais il sert à quoi ? Est-ce que c'est important ?» Bon, anecdote, puisqu'on exerce, toujours j'ai un patient, il vient et avec un antihypertenseur, c'est des boîtes de 30, donc il me dit « Ah, j'en ai pas besoin ». Bon, c'est bizarre, parce qu'un par jour à 30, il y a un souci. Je dis, mais alors je commence à le faire parler. Il me dit, moi, c'est pas compliqué. Le matin, je prends ma tension. Si j'ai plus de 13, je le prends. Si j'ai moins de 13, je le prends pas. Ah, d'accord. Bon, il va falloir qu'on travaille, quoi. Hein. Voilà. Mais voilà, ça, c'est qu'à un moment, le message n'est pas passé, est un petit peu compliqué. Et voilà, il faut faire un travail, comme vous disiez, alors on peut dire éducation thérapeutique, en tout cas, partage d'informations pour que le patient puisse adhérer à son traitement et comprenne l'importance d'être observant, parce que ça c'est important. Quand on est sur d'autres traitements, l'observance elle peut être modifiée. Et bien évidemment, quand l'infirmière vient à domicile et travaille à domicile et a aussi son rôle de vision du patient, de ce qui se passe réellement à domicile, c'est important aussi de partager cette information avec elle, parce qu'à la fois c'est un élément de retour d'information, mais un élément aussi d'alerte pour expliquer au patient que ça, il ne le fait pas bien et que peut-être il faudrait qu'il change ses habitudes. Donc l'objectif c'est ça, c'est de vous faire une photographie, de vous envoyer l'information. Après, c'est vous qui prenez les décisions, bien évidemment. Ce n'est pas le pharmacien qui va prendre des décisions, c'est le médecin qui prend la décision. Mais de partager l'information, ça permet au moment de la consultation d'insister sur tel et tel point, parce que on est passé un petit peu à côté à un certain moment et ça peut avoir des conséquences. Donc c'est ça la stratégie du bilan. Il n'a aucun intérêt s'il est fait que par le pharmacien et qu'il tombe dans une boîte et qui n'est pas lu. Ça n'a aucun sens. Oui, je vais juste reprendre, effectivement, je pense que c'est vraiment primordial de travailler en interprofessionnalité, en interdisciplinarité, comme on veut, mais vraiment mettre l'accent sur le fait qu'à chaque niveau, on puisse avoir ce rôle d'observance du traitement. Comme dit M. Bonnefond, vous avez un rôle très important, mais entre guillemets, c'est pas forcément toutes les officines qui le font. Le bilan de médication, bon, on n'est pas, je suis pas dans une France très profonde, hein, je suis en Bourgogne. J'en ai malheureusement pas encore entendu parler à notre niveau. On a un hôpital de proximité, ça ne se fait pas. Je pense qu'il y a tout ce travail en amont, si on est déjà dans les actions, hein, je pense un petit peu, de formation, de communication, parce que tous nos collègues qui sont sur le terrain, qui sont la tête dans le guidon, c'est pas eux qui vont aller chercher très souvent ces informations, mais il faut leur apporter. Malheureusement, hein, je suis bien consciente qu'on a aussi nos défauts, mais on a peu de temps, on est souvent à flux tendu et on a de moins en moins la possibilité. Moi, je travaille sur un regroupement médical qui est très très ancien. On avait 7 médecins, on n'en a plus que 3. Bon, c'est en train de bouger, mais je ressens vraiment ce manque du coup de concertation qu'on avait, cette facilité qu'on avait à échanger, à communiquer avec le médecin dès qu'on avait un problème avec un patient. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, avec les 3 médecins qui n'arrivent pas à couvrir la prise en charge de tous les patients dont on s'occupe, puisqu'on en a beaucoup qui n'ont soit plus de médecin traitant, soit qui sortent directement de l'hôpital, qui sont suivis, moi je suis à Joigny dans Lyon, qui sont suivis soit à Paris, soit à Dijon, donc on a des sites quand même très différents, avec des prises en charge très très différentes, donc il faut que nous on soit au fait de toutes les habitudes, les pratiques des uns, des autres, et ces retours, la semaine dernière j'ai eu une sortie d'hôpital de l'Institut Gustave Roussy, c'est pas des moindres quand même, avec une prescription de calciparine 2 fois par jour, un INR à faire, et là une fois de plus,
quand j'ai repris le week-end, je me suis rendu compte que non seulement le médecin traitant n'avait pas visé les résultats de l'INR, mais surtout le patient n'avait pas repris son Préviscan. Donc on pouvait toujours faire des INR, ça ne servait à rien. Il a fallu reprendre tout ce rôle qui n'était pas prescrit pour le patient qui pourtant avait l'air de connaître son traitement. Il n'avait pas compris à la sortie de l'hôpital qu'il fallait qu'il reprenne son antivitamine K, parce que j'aurais pu faire de la calcie encore. On n'a pas fini, la preuve, c'est que on n'est pas stabilisé. Voilà, c'est tout. Il faut vraiment qu'on travaille sur cette communication. Je pense que c'est ce qui pêche le plus. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au résumé infirmier qu'on n'a pas à tous les niveaux, au niveau infirmier, au niveau médical, au niveau des pharmacies. Moi, j'ai longtemps alerté quand j'allais pour une simple prise de sang chez un patient, que j'observais la personne âgée en me disant « mais comment elle fait ? Comment elle fait avec son traitement ?» Donc j'allais un petit peu plus loin parce que j'aime bien aussi prendre en charge le patient dans sa globalité et pas uniquement venir pour faire une prise de sang banale, mais voir un petit peu pourquoi je suis là d'abord, pourquoi je viens faire la prise de sang à domicile. Ah bah tiens, la personne âgée elle peut plus se déplacer, ah bah tiens, chez elle, il y a des placards pleins de médicaments, qu'est-ce qu'elle prend, qu'est-ce qu'elle prend pas, et là on commence un petit peu l'interrogatoire, et là on alerte le médecin en disant cette personne-là, elle va pas te le dire à toi, mais je pense qu'il y a des petits troubles qui sont installés depuis un certain temps. Donc le médecin il renouvelle, elle prend tout à la pharmacie, mais elle prend rien au final, ou pas grand-chose, ou ce qu'elle veut. Je vous parle même pas des prises en charge de la douleur, ou non, je vais prendre que si j'ai mal. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La douleur, on anticipe, on n'attend pas d'avoir mal. Voilà, c'est plein de petites choses où il faut. Et nous, notre rôle, il est dans l'observance, il est dans l'accompagnement, il est dans l'humain. Parce que vous l'avez très bien dit, avec l'informatisation, tout ce qui est maintenant la téléconsultation et autres, on perd un peu de l'humain et il faut essayer vraiment de garder cet œil sur l'humain, sur le relationnel, sur aller chercher, parce que c'est pas la personne âgée de 94 ans qui va vous dire venez m'aider, parce qu'elle a sa fierté et elle va dire non mais les médicaments il n'y a pas de problème, moi je sais faire, sauf que là vous voyez bien que ça va pas quoi. Donc, et quand vous dites à la famille il faudrait que je m'occupe des médicaments, ah ben non, alors elle voudra jamais, ben oui mais c'est du vécu quoi, donc c'est à vous médecins, c'est à vous pharmaciens de dire non, là maintenant on va demander à une infirmière de nous aider, parce que nous si on le fait directement ça marche pas. Enfin, ou alors vraiment à force de persuasion. Mais des fois c'est difficile de les persuader. Après, par rapport à la communication, je pense que ce bilan qui est fait, il doit quand même y avoir un moment où on se réunit tous, parce qu'on a vu dans les exposés de ce matin qu'en ville on était sur plusieurs sites et sur une temporalité différente, ce qui faisait que c'était moins facile de faire une bonne conciliation et un bon travail d'analyse. C'est vrai que vous faites le bilan, mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on soit au même moment en train d'en discuter, parce que même nous, médecins, c'est vrai qu'on est les prescripteurs, mais on est toujours à l'affût d'informations des autres professionnels de santé, de soins primaires, parce que, et du patient aussi, parce qu'on est dans un consensus maintenant, on n'est plus là à donner la bonne parole et vous respectez ce que je vous dis de faire. Donc c'est vrai que... Et notre chance, c'est qu'actuellement, il y a des objets d'organisation territoriaux, que ce soit les MSP, vous les achetez côté hospitalier, mais nous, on va plutôt parler de CPTS en ville. Et on peut se baser sur ces organisations territoriales pour qu'on puisse travailler tous ensemble, avec les usagers d'ailleurs. Après, à nous de réussir à apporter en force toutes nos revendications pour que ce temps soit pris en compte et donc rémunéré, pour que ça prenne sens et qu'on arrive à diminuer les erreurs médicamenteuses et le coût. Donc finalement, peut-être qu'on y gagnerait. François, tu veux renforcer la parole du médecin généraliste? Oui, je veux renforcer la parole du médecin généraliste et quitter un tout petit peu mon rôle d'animateur, mais c'est pas grave, vous me pardonnerez. C'est juste, on a parlé de conciliation médicamenteuse et d'échanges et de décisions partagées entre professionnels, d'accord? Et moi, je suis frappé par, dans la décision thérapeutique, finalement, j'ai l'impression que dans la décision thérapeutique, il n'y a pas beaucoup de place pour le patient, dans la décision thérapeutique. Et que, d'ailleurs, on fait une prescription. Donc, c'est bien dire que ce n'est pas très partagé, la prescription.
Ok. Si je prescris, en gros, et vous observez, d'accord. Ok. Et donc, je ne sais pas comment. Voilà, c'est une remarque, mais je pense que on parle de non-observance, mais je pense que dans la non-observance, pour une bonne part, c'est simplement que on n'est pas dans une décision partagée avec le patient. D'accord ? Et que le patient, lui, vous lui avez dit qu'il fallait prendre son médicament pour la tension ou pour n'importe quelle maladie chronique tous les jours, etc. Mais que lui, c'est pas du tout ce qu'il a envie de faire et qu'en conséquence, c'est pas de la non-observance. Il observe différemment ce qu'il a décidé. Voilà. Donc c'est la décision du patient, ça. Et donc, ça veut dire que quelque part, quand même, au moment de la décision thérapeutique, on n'est probablement pas dans le cadre d'une décision partagée. Je pense que pour beaucoup d'autres choses, on ne fait plus que pour l'ordonnance, et qu'au moment de l'ordonnance, on est plus automatique dans la prescription. Et alors dans le renouvellement, j'en parle même pas, parce que quand on renouvelle, il n'y a plus de partage. Hein, c'est automatique. C'est comme tu le disais, on appuie sur le bouton et oh là. Pour compléter par rapport à l'observance, en fait, c'est un terme qui est très factuel sur le respect de la prescription de l'ordonnance. On préfère quand même beaucoup utiliser actuellement l'adhésion thérapeutique. C'est un terme beaucoup plus qui est multifactoriel et qui implique beaucoup plus le patient et son acceptation et qui fait lien avec effectivement sa participation à la décision thérapeutique et l'adaptation de cette décision à sa propre vie. Et à ses projets de vie. Et donc je pense que utiliser ce mot et travailler sur ces leviers et freins qui régulent en fait l'observance à la fin, je pense que c'est important et c'est des accompagnements effectivement qu'on peut proposer et je pense que les patients en ont vraiment besoin. L'autre point aussi que je voulais souligner, c'est qu'il y a dans l'observance trois notions. Il y a l'acceptation initiale de la pathologie, le fait d'aller au pharmacien chercher le médicament. Il y a la capacité à observer une ordonnance à un moment donné telle qu'elle est prescrite. Et il y a surtout la persistance, c'est-à-dire pendant combien de temps je vais être capable de maintenir ce niveau d'observance très élevé. Ce qu'on se rend compte pour les chimiothérapies orales par exemple, c'est qu'au bout de 3 mois, on a perdu 50% de niveau d'observance. Il est très très bon le premier mois, le deuxième mois, et au bout de 3 mois, les pharmaciens ne vendent même plus les médicaments. Je ne sais pas si tu as ce retour, mais c'est un abandon vis-à-vis des effets indésirables, vis-à-vis de tout ça. Et si on se bat contre les bonnes causes de la non-observance, on peut arriver à l'améliorer. Et c'est pas simplement en moralisant le patient. Gwenaëlle Vérac, je suis médecin au centre de pharmacovigilance de Nantes. Et dans le bilan partagé de médication, j'ai vu dans le dossier qu'il y avait une case pour les effets indésirables. Et justement pour le partage, comment vous pensez le faire remonter au centre? Et j'ai vu aussi que ça devait être avec un e-learning, ça a été aussi mis en place. Et dans le e-learning, on ne parle pas non plus d'effets indésirables ou d'erreurs médicamenteuses ou comment joindre les centres s'il y en avait à déclarer pour qu'il y ait un lien entre tout le monde en fait. Alors d'abord, ce que je veux dire, c'est que c'est normal que vous n'ayez pas entendu beaucoup parler des bilans de médication parce qu'ils démarrent. D'accord, donc on l'a mis en place, en fait c'est en train de démarrer à l'automne, donc voilà, et puis vous savez, on est assez rapide en général dans la réactivité des professions, on l'a pu voir sur la vaccination, les bilans de médication c'est beaucoup plus, je dirais, souterrain aujourd'hui, il faut le faire d'abord connaître aux patients, que les patients sachent que ce service peut être mis à leur disposition et ensuite de commencer à partager. Alors par rapport à l'échange, bien évidemment, ce qui est prévu sur le bilan de médication, c'est de communiquer avec les médecins par messagerie sécurisée. Si elle est en place et si ça match entre les deux professions, on voit que bon, c'est en train de sacrément évoluer, mais il y a encore du travail. Bien évidemment, le dossier médical partagé contiendra ce travail, ce bilan de médication, dont il pourra être accessible aux médecins quand il sera enrichi par ce bilan de médication. Et ensuite, effectivement, il y a cette partie qui n'a pas été travaillée, c'est sur l'effet indésirable avec le signalement au centre de pharmacovigilance, puisque ça, c'est prévu dans l'activité classique et pas à l'occasion de bilan de médication, mais ça peut être le bilan de médication qui peut déclencher, effectivement. Mais là, on rentre sur l'autre tuyau, qui est la déclaration. Et ce qu'on essaie de faire avec les éditeurs de logiciels, c'est de rendre cette déclaration dématérialisée.
à travers le logiciel qui permet d'identifier le patient, le médicament, pour éviter de faire des saisies extra logiciel pour envoyer l'information. Donc on travaille actuellement là-dessus pour que ce réflexe, il faut que ça devienne un réflexe au niveau des pharmaciens. Je voulais peut-être aussi lancer peut-être une petite idée, c'est que tous ces bilans de médication qui vont être faits, qui vont être saisis, vont tout être soumis à l'assurance maladie, à Emilipro. Et je pense que la base de données de l'assurance maladie va avoir toutes ces sortes d'informations. Peut-être que les CRPV devraient voir avec l'assurance maladie aussi pour qu'il n'y ait qu'un seul canal de saisie des données finalement, parce que ces données vont être saisies sur le site Emilipro. Donc il faut voir comment on peut en France à un moment donné avoir un seul endroit où on rentre les choses. Là, je pense que sur le plan des relations avec on va dire les structures qui peuvent aider les pharmaciens, les médecins et les patients et les infirmières et tout le monde, il faut que les relations soient directes. On ne va pas se mettre à passer par l'assurance maladie pour avoir des informations parce qu'on n'est pas prêt de les avoir, je vais vous le dire tout de suite. Et ça sera un peu tard. La deuxième chose que je voudrais dire et qui me semble importante dans tout ce qu'on vient d'entendre, qui est très intéressant, mais qu'on observe depuis très longtemps en étant sur le terrain, malheureusement, ça va lentement, mais ça va, c'est qu'il n'y a effectivement pas, et je reviens à ce que je disais ce matin, il n'y a pas pour le patient de documents qui lui permettent d'avoir l'enregistrement de ses prises médicamenteuses. C'est-à-dire qu'il n'a rien sous la main pour voir. Il a l'ordonnance qui change tout le temps, il peut avoir 3 ou 4 ordonnances. Et je me demande s'il ne serait pas quand même envisageable, à la suite de la conciliation médicamenteuse ou, j'appelais ça le bilan de... Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'établir un document d'enregistrement du traitement à domicile qui serait quand même pour le patient très important ? Donc, qui pourrait motiver aussi son application dans son traitement et d'autre part qui permettrait à l'infirmière qui passe, au médecin généraliste qui vient, d'avoir un document sous les yeux. On va peut-être faire le tour il y a plusieurs questions dans la salle. Ah, je crois qu'il y en a une. Là, je crois qu'il y en a une là. Moi, je voulais insister du côté du partage de la décision sur la question de la balance bénéfice-risque au moment de la prescription. Et je pense que les médecins ne font pas assez, que les jeunes médecins ne sont pas assez formés. On insiste beaucoup plus sur les bénéfices, on évalue beaucoup plus les bénéfices d'un traitement que les risques. Et on discute pas assez avec les patients sur les effets indésirables des médicaments et on ne fait pas avec le patient cette balance bénéfice-risque pour lui expliquer qu'est-ce qu'on peut attendre de ce traitement, mais quel est aussi le problème qu'on pourrait avoir en prenant trop ou pas assez de ce même médicament. Et ce travail-là, je crois qu'il faut vraiment qu'on le renforce et qu'on ne voit pas que les bénéfices... Enfin, il y a une tendance naturelle à plutôt voir ce qu'on fait quand on fait du bien et on voit moins bien quand on est un peu... les risques de ce qu'on fait. Oui, bonjour, Marie-Christine Perrault-Pochat. Je vais me permettre de vous répondre, madame, parce que je suis professeure de pharmacologie. Donc, en moyenne, le cursus, les étudiants de médecine ont en moyenne uniquement 40 heures de pharmacologie, au cours desquelles on leur apprend le bénéfice-risque des médicaments. Et je peux vous dire que quand même, dans certains endroits, le risque est bien enseigné, puisque la majorité d'entre nous sommes aussi directeurs de CRPV. Donc, c'est quelque chose que nous gérons et nous connaissons un petit peu le risque des médicaments quand même. Mais il n'y a que 40 heures et c'est donc peut-être des choses à faire remonter par vos instances syndicales auprès des décideurs, aussi bien au niveau du ministère de la Santé que du ministère des Universités, si vous souhaitez que cette approche bénéfice-risque soit plus développée. Ainsi que via, on peut le dire, la lecture critique d'articles qui, même si elle est très décriée, permet aux étudiants de faire la part du vrai et de savoir lire un article, ce qui me paraît quelque chose d'important dans le cursus des études, aussi bien médicales que pharmaceutiques, mais aussi pour les infirmières, puisque c'est quelque chose qu'on a introduit depuis qu'on a cette partie universitaire pour les infirmières. Voilà.
Je voudrais quand même prendre la défense des jeunes professionnels de santé et des jeunes médecins. Ils ont peut-être que 40 heures en formation médicale initiale, mais ils ont quand même des stages où ils sont sensibilisés à cette pratique. En plus, ils sont dans la culture du conflit d'intérêts et c'est tous, pour la plupart, des lecteurs de prescrire et ils sont. Non, je pense que les jeunes médecins savent ce que c'est que la balance bénéfice-risque et au quotidien, ils l'exercent même mieux que leur maître de stage et même mieux que voilà. Je voudrais répondre, pardon, juste répondre à la question rapidement. Plan de prise, oui. Bien sûr, plan de prise, on en établit à la demande du patient. Évidemment, c'est extrêmement utile, à la fois pour le patient, bien évidemment, mais également pour l'infirmière qui intervient, puisque là, au moins, c'est beaucoup plus facile à gérer. Sur la réponse balance bénéfice-risque, vous savez, là, on est en train de travailler sur la chimiothérapie. Et le travail sur la chimiothérapie, c'est effectivement une balance bénéfice-risque qui n'est pas simple à gérer, puisque derrière, c'est comment j'arrive à supporter le médicament pour être observant et avoir le maximum de chances d'être correctement pris en charge. Et dans tout le travail que l'on va faire sur l'avenant conventionnel, c'est d'abord d'informer le patient sur à la fois les effets secondaires, à la fois comment les gérer avec des soins de support. Et là aussi, on va équiper les pharmacies d'outils de télémédecine qui permettront de contacter le médecin, contacter l'hôpital, contacter éventuellement l'infirmière de l'hôpital qui va aider, sans déplacer le patient, à gérer cette difficulté, ces effets secondaires. Et puis, les signaux d'alerte. Ce qui est important, parce que là, on sait que le traitement n'est plus supporté et qu'il va falloir avoir une autre stratégie sur le protocole. Plus la connaissance du protocole qui permet de surveiller la fonction hépatique et la fonction rénale pour voir si le traitement de façon aveugle est aussi supporté. Est-ce que c'est fait, c'est pas fait? Est-ce que le protocole est respecté ou pas? Donc c'est tout ce travail que l'on essaie de faire à l'occasion de la chimiothérapie et du suivi des chimiothérapies orales à l'officine, mais bien évidemment en partenariat avec les autres acteurs, parce que tout seul, ça ne sert, comme je dis, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, c'est d'avoir du temps disponible pour le patient. On sait que les médecins ont un temps disponible qui est parfois compliqué à gérer. L'accès à l'hôpital n'est pas toujours facile. Mais là, il y a un acteur supplémentaire qui se met dans la boucle et qui va aider le patient. Et puis, si l'infirmière est à domicile, c'est important aussi qu'elle partage ces informations avec l'ensemble des acteurs, parce qu'elle aussi va être le déclencheur d'un signal d'alerte qui va dire attention, ça ne va pas du tout, ça se déstabilise, il se passe quelque chose et il faut peut-être réévaluer la situation. Une autre intervention dans la salle? Oui, bonjour, René Paulus, je suis président de l'Ordre des pharmaciens de Lorraine et je représente l'ordre national aujourd'hui. Pour répondre un petit peu à Madame sur le document, ce fameux document, je vous rappelle que l'ordre a été l'initiateur du dossier pharmaceutique. Dossier pharmaceutique, pour mémoire, c'est un dossier qui permet à tous les patients de garder 4 mois des médicaments prescrits pour chaque patient. Ce document, il est éditable pour n'importe quel patient à condition qu'il le demande. Donc je vous encourage bien entendu à ouvrir tous votre dossier pharmaceutique. Bon, il y en a déjà 35 millions en France, c'est pas trop mal, mais voilà, avoir leur proposer le dossier pharmaceutique à... Je me mets peut-être ici, non? Ça craque. Non, ça... Donc d'ouvrir le dossier pharmaceutique et puis de pouvoir le consulter. Et ça, c'est un document qui est vraiment utile à toute la chaîne. Bien entendu, il appartient au patient, mais si le patient décide de le faire connaître à ses intervenants de santé, il n'y a pas de souci. La deuxième chose que je voulais vous dire, et pour répondre à Monsieur Perrier, concernant le patient, on entend bien entendu tout le temps maintenant que le patient est l'objet de toutes nos attentions. Je préférerais qu'on dise que ce soit le sujet de toutes nos attentions, parce que maintenant, le pharmacien n'est plus seulement le spécialiste du médicament, mais il est spécialiste de la santé globale de son patient. Donc nous sommes très attentifs à cette distinction sémantique. Bon, c'est bien, tout le monde veut s'accaparer le sujet, c'est bon. Je pense qu'il est temps de passer, peut-être, on va passer à la deuxième...
à la phase suivante, puis justement, comme ça, on va vous redonner la parole. Et on a déjà bien entamé les propositions, les besoins et puis les solutions. Donc voilà, François, je te propose qu'on passe à la deuxième partie.